Et si je te disais que j'ai enterré mon propre fils, mais que je n'ai jamais vu sa tombe, que je n'ai jamais tenu sa petite main, que je ne l'ai jamais entendu pleurer, parce que c'est son père, l'homme que j'aimais, qui m'a volé jusqu'à ce droit-là. Et si je te disais que tout cela a commencé alors que je n'avais que 16 ans, un âge où l'on croit encore aux histoires d'amour éternel, aux promesses des hommes, aux mots doux qui déguisent les pièges. Je m'appelle Jacqueline Fournier, j'ai 84 ans et je suis née dans un petit hameau en périphérie d'Albi, dans le Tarn. Je vis aujourd'hui dans une vieille maison de pierre, seule avec mes souvenirs, mes douleurs et les silences d'une vie entière passée à survivre, pas à vivre, à survivre. Il y a des choses qu'on ne dit jamais, des vérités qu'on garde au fond de soi, si profondément qu'elles deviennent presque irréelles. Pendant des décennies, j'ai cru que si je ne parlais pas de ce qui m'était arrivé, alors cela cesserait d'exister, que le silence effacerait la honte, que l'oubli panserait les blessures. Mais rien ne s'efface, et surtout pas la mort d'un enfant. Je me souviens encore du jour où tout a basculé. Il faisait chaud ce matin-là, un soleil implacable tapait sur les toits en tuiles rouges, et moi, j'avais le cœur qui battait plus vite que d'habitude. J'étais enceinte, seule, et pourtant, il y avait en moi une sorte d'espoir naïf, un rêve têtu, celui de pouvoir tout recommencer. Mais je ne savais pas encore ce qu'il préparait. Je ne savais pas que l'homme que j'avais aimé, celui à qui j'avais confié mon cœur, mon corps, ma jeunesse, allait me voler bien plus qu'un avenir. Il allait m'arracher le seul être que j'avais au monde, mon fils. J'ai longtemps gardé tout cela pour moi. On m'a dit que c'était mieux ainsi, que les femmes comme moi n'avaient pas intérêt à remuer le passé, que les douleurs anciennes devaient être ensevelies comme les morts. Mais moi, je suis encore là, et ma douleur, elle, n'a jamais été enterrée. Alors aujourd'hui, à 84 ans, j'ai décidé de parler. Je ne le fais pas pour me venger. Je ne le fais pas pour qu'on me plaigne. Je le fais parce qu'il y a sûrement quelque part une autre femme, une autre Jacqueline, qui a vécu dans le silence et qui a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Je vais te raconter mon histoire, depuis le début, sans embellir, sans fuir, sans travestir la vérité. Parce que peut-être en te parlant, c'est à moi-même que je parle. Peut-être qu'en posant des mots sur mes souvenirs, je rends enfin justice à celle que j'étais, à celle que j'ai perdue en chemin. Et peut-être qu'ensemble, en marchant à travers cette douleur, toi et moi, on trouvera un bout de lumière, une sorte de paix. Mais avant d'aller plus loin, je te pose une question. Si tu avais tout perdu, ton enfant, ton amour, ta dignité, continuerais-tu à croire que la vie vaut la peine d'être vécue? Si cette première partie de mon histoire a touché ton cœur, écris en commentaire « Je t'écoute, Jacqueline ». C'est peut-être ce mot que quelqu'un d'autre a besoin de lire pour commencer à guérir. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette histoire avec quelqu'un qui souffre en silence et laisse ton cœur parler. Ce témoignage est une création authentique et personnelle, née d'une vérité que le silence n'a pas su tuer. Je me souviens très bien de la première fois où je l'ai vue. J'étais encore une adolescente, fragile et naïve, avec ce cœur avide de regards qui brillent, de promesses murmurées, de gestes tendres. Je n'avais que 16 ans et lui en avait 32. Il s'appelait Jean-Baptiste Lemoine, un homme de la ville qui était venu s'installer quelque temps chez son oncle, à Cordes-sur-Ciel, pas loin de chez nous. Il avait ce charisme qui fait vaciller les convictions, ce regard qui vous transperce comme s'il pouvait lire dans votre âme. Moi, j'étais fille de paysan, élevée entre les rangées de vignes, les prières du soir et les corvées de lessive. Mon père, Raymond Fournier, un homme sévère et taiseux, ne tolérait ni insolence ni rêve. Ma mère, Suzanne, passait son temps à apaiser les tensions, toujours à genoux devant l'évier ou dans la chapelle du village. J'ai grandi entre la terre et la foi, entre les silences durs et les sermons dominicaux. Jean-Baptiste, lui, venait d'un autre monde. Il parlait avec des mots que je ne connaissais pas. Il sentait l'eau de Cologne et l'inconnu. Il m'a regardé comme si j'étais une femme, pas une enfant. C'était la première fois qu'on me regardait ainsi. Je n'avais jamais été jolie dans le miroir de ma mère, mais dans les yeux de Jean-Baptiste, je devenais quelqu'un d'autre, désirable, écouté, voulu. Au début, je l'évitais. Ma mère me disait toujours que les hommes trop polis sont les plus dangereux. Mais il revenait sans cesse. Il passait devant notre portail sous prétexte de saluer mon père. Il m'offrait des livres, des pommes, des mots, des attentions nouvelles dans ma vie de routine. Il parlait de littérature, de musique, de choses que je n'avais jamais goûtées. Il me faisait rêver. Et puis un jour, il m'a invité à marcher avec lui le long du ruisseau. J'avais dit non,
évidemment. Mais le lendemain, j'étais là. J'avais mis ma robe bleu ciel, celle que maman trouvait trop courte. J'avais attaché mes cheveux, j'avais mis du parfum derrière les oreilles. Je voulais qu'il me voie. Ce jour-là, il ne m'a pas touchée. Il a juste parlé, mais c'était pire. Il a planté ses mots dans ma tête, comme on plante des graines dans une terre prête à recevoir. Il m'a raconté son enfance, ses blessures, ses échecs, comme pour me confier ses failles et me faire croire que j'étais spéciale. Et moi, j'ai bu chacune de ces phrases, comme si c'était des vérités sacrées. Il m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi, qu'il se sentait en paix avec moi, qu'il aurait voulu me connaître plus tôt. Je suis rentrée ce jour-là avec les joues rouges et le cœur en feu. J'ai compris bien plus tard que ce n'était pas de l'amour, c'était un piège, un filet finement tissé autour d'une proie innocente. Les semaines ont passé, nos rencontres sont devenues plus fréquentes, plus longues, plus intimes. Il me parlait avec cette douceur qui rend les gardes inutiles. Et puis un soir, il m'a embrassée, un baiser long, profond, interdit. J'ai résisté brièvement. Il m'a regardé avec tristesse, comme si mon refus lui brisait le cœur. Alors j'ai cédé, pas parce que je le voulais, mais parce que je ne voulais pas le blesser. C'est ainsi que ça a commencé, par un geste volé, une peur étouffée, une frontière franchie sans bruit. Très vite, les choses ont changé. Il venait chez nous en cachette. Il me glissait des lettres dans mes livres. Il me demandait des choses que je ne comprenais pas toujours. Je n'osais rien dire. Comment refuser à un homme qui vous dit qu'il vous aime, qui vous promet de vous épouser, qui vous fait croire que vous êtes tout pour lui? Et moi, j'avais peur. Peur que ma mère découvre ce que je cachais. Peur que mon père me chasse. Peur que Dieu me punisse. Mais encore plus peur de perdre Jean-Baptiste. Il était devenu ma drogue, mon refuge, mon enfer doux. Un soir, il m'a fait venir dans la grange de son oncle. Il m'a dit qu'il voulait que nous soyons vraiment unis, qu'il ne pouvait plus attendre, que c'était ça, l'amour. J'ai essayé de dire non. Je lui ai dit que j'avais peur, que je n'étais pas prête. Il s'est fâché. Il a dit que je ne le respectais pas, que je jouais avec lui, et puis il a fermé la porte. Ce qui s'est passé ensuite, je ne peux pas encore le raconter sans trembler. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de la tendresse. C'était une prise de pouvoir, un vol, une destruction. Je suis rentrée chez moi cette nuit-là, le corps brisé, les vêtements en désordre, l'âme en sang. J'ai pleuré dans l'écurie, là où personne ne pouvait m'entendre. Je me suis lavée avec du savon noir et de l'eau froide. J'ai gratté ma peau jusqu'à ce qu'elle saigne. Et puis, j'ai prié. J'ai supplié Dieu de ne pas me haïr, de ne pas me punir. Mais le vrai châtiment allait venir, lentement, dans mon ventre. 3 semaines plus tard, j'ai su que j'étais enceinte. Si ce bloc résonne en toi, si tu as déjà aimé quelqu'un qui t'a détruite au nom de l'amour, écris en commentaire. Je me souviens aussi. C'est une manière de faire exister ce que d'autres préfèrent taire. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir la suite de mon histoire et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Je ne saurais dire exactement comment j'ai compris que j'étais enceinte. Je n'avais jamais vraiment appris ces choses-là. À la maison, on ne parlait pas de corps, encore moins de sexualité. La seule éducation que j'avais reçue sur le sujet, c'était celle du curé qui parlait du péché de chair comme d'un crime contre Dieu. Et pourtant, mon corps, lui, savait. Mon ventre le savait. Mon sang l'avait compris avant moi. J'ai d'abord ressenti une fatigue étrange, pesante, comme si chaque mouvement me coûtait un effort titanesque. Puis les nausées sont venues, sournoises, quotidiennes, insupportables. Et un matin, alors que je lavais le linge avec ma mère, j'ai vomi sur les draps. Elle m'a regardé sans dire un mot. Pas de colère, pas de panique. Juste ce silence lourd, étouffant, qui disait tout sans dire un mot. Je me suis recroquevillée dans ma chambre ce soir-là, le cœur tambourinant, les mains moites, la peur au ventre. J'ai ouvert la Bible que je gardais sous mon oreiller, celle que mon grand-père m'avait offerte. J'ai lu un psaume au hasard. Il parlait de jugement, de vérité qui éclate, de lumière sur les ténèbres. Le lendemain, ma mère m'a tirée par le bras. Sans un mot, elle m'a conduite à l'arrière de la maison, dans le potager. Elle s'est assise sur un tabouret et m'a ordonné de parler. J'ai tenté de mentir, de dire que je ne savais pas, que je ne comprenais pas. Mais ses yeux me fixaient avec une telle intensité que j'ai fini par murmurer « C'est Jean-Baptiste ». Ce nom a craqué l'air comme un coup de tonnerre. Ma mère a pâli, puis elle m'a giflé. Pas par haine, par peur, par désespoir, par impuissance. Elle a dit « Tu ne comprends donc pas ce que tu viens de faire ? Tu nous as condamnés, tu as sali notre nom. » Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas moi la victime, c'était la honte familiale que je portais désormais. J'étais devenue un fardeau, un problème à cacher, à résoudre, à effacer. Mon père ne m'a pas parlé pendant 3 semaines.
Quand il l'a enfin fait, ce fut pour me dire que j'étais une déception, que je n'étais plus sa fille, que je devrais prier chaque jour pour que Dieu ait pitié de mon âme perdue. Je n'avais que 16 ans. Quant à Jean-Baptiste, il a disparu. Il est retourné à Toulouse, sans un mot, sans un regard, sans un adieu. Je lui avais écrit une lettre. Je lui avais supplié de revenir, de m'aider, de me dire ce que je devais faire. Je n'ai jamais eu de réponse. Je passais mes journées enfermée dans la chambre du haut, loin des regards, loin du village. On disait que j'étais malade, qu'une fièvre m'avait clouée au lit. Personne ne devait savoir. Le curé était passé un jour pour prier. Il avait posé sa main sur mon front, sans un mot, puis avait murmuré à ma mère qu'il fallait agir vite, avant que cela ne s'aggrave. J'ai compris plus tard ce qu'il voulait dire. Il y avait des femmes, dans les fermes voisines, qui aidaient les filles comme moi, des femmes silencieuses, aux gestes rapides, aux regards durs. Ma mère a commencé à parler d'elle. Elle disait que c'était peut-être la meilleure solution, que je n'étais pas prête, que le monde n'était pas prêt. Mais moi, dans ce chaos, je sentais quelque chose naître en moi, une vie, un battement de cœur, une autre âme. Et malgré tout ce qu'on m'avait appris, malgré la honte, malgré la peur, je l'aimais déjà, c'était mon enfant. Alors j'ai dit non. Je me suis accrochée à ce refus comme à une bouée. J'ai pleuré, supplié, crié. Ma mère a baissé les bras. Mon père a levé la main. Ce fut la première fois qu'il me frappa. Une seule gifle, mais elle contenait tout. La colère, la déception, la perte, la faim. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai été isolée. Ma mère m'apportait à manger, mais elle ne me regardait plus. Mon père ne prononçait plus mon nom. J'étais une ombre dans cette maison, une tache que l'on voulait effacer. Et puis un jour, alors que j'étais dans mon 9e mois, j'ai ressenti cette douleur immense, cette déchirure intérieure. Je savais que c'était l'heure. J'ai crié. Ma mère est montée en silence. Elle n'a pas appelé de médecin. Elle a juste apporté des linges, une bassine d'eau et elle m'a dit « Fais-le en silence ». J'ai accouché cette nuit-là, seule, à genoux, les dents serrées. Et puis je l'ai vu, mon fils, mon tout petit. Il ne pleurait pas. Il était si calme, si beau. Il respirait. Je le sentais. Mais il était faible, très faible. J'ai voulu le prendre contre moi, le serrer, le nommer. Mais ma mère l'a pris avant moi. Elle est sortie avec lui et je ne l'ai plus jamais revu. Si ce passage t'a bouleversé, si tu crois que les silences les plus lourds sont ceux qu'on impose aux femmes, écris en commentaire. Je ne veux plus me taire. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette histoire et donne-lui la voix qu'on m'a volée. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé après cette nuit. Le matin est arrivé sans lumière, sans bruit, sans vie. Le lit était en désordre, le sol encore taché de sang et mon corps tremblait de fièvre, de vide et d'un pressentiment que je n'osais pas nommer. Ma mère n'est pas revenue immédiatement. J'ai attendu, les yeux fixés sur la porte, espérant entendre un cri, un gémissement, quelque chose qui me dise qu'il était là, qu'il était vivant. Mais il n'y avait rien. Le silence dans la maison était plus profond que d'habitude. Il n'était pas fait de paix, mais d'effacement. Quand elle est finalement montée, elle avait le visage fermé, le regard ailleurs. Elle m'a apporté une bassine d'eau propre, une chemise de nuit propre, sans me dire un mot. J'ai voulu demander « Où est-il ?» mais ma voix ne sortait pas. Mes lèvres craquaient de sécheresse. Et quelque chose en moi savait déjà. Elle a changé les draps, nettoyé le sol, lavé mon corps comme si j'étais une enfant malade. Puis, avant de sortir, elle a dit d'une voix froide « Ce qui s'est passé cette nuit doit rester ici. Personne ne doit savoir. » J'ai voulu crier, hurler, la supplier de me dire ce qu'elle avait fait de lui. Mais elle a claqué la porte derrière elle et je suis restée seule. Seule comme jamais auparavant. Les jours qui ont suivi furent une agonie silencieuse. Je m'étais vidée de tout, de sang, de force, d'espérance. Mon ventre était vide, mais mon cœur, lui, était rempli d'un poids insupportable. Je sentais qu'on m'avait arraché quelque chose de plus grand que moi, pas seulement mon fils, mon identité, mon droit d'être mère, mon droit d'aimer. Une semaine plus tard, j'ai eu le courage de descendre à la cuisine. Mon père était là, assis à la table, lisant son journal. Il n'a pas levé les yeux. J'ai osé murmurer « Où est-il » Il a plié lentement le journal, m'a regardé et a dit « Il n'a jamais existé ». Ces mots m'ont frappé comme une lame dans le ventre, comme si on m'ordonnait de nier la plus grande vérité de mon existence. J'ai compris ce jour-là qu'ils avaient fait disparaître mon fils. Je ne sais pas comment, ni où, je ne l'ai jamais su. Mais ce que je sais, c'est qu'ils l'ont fait sans moi.
contre moi et qu'ils ont exigé que je continue ma vie comme si rien ne s'était passé. Ma mère a recommencé à m'adresser la parole au bout de 2 mois, de manière distante, mécanique. Elle me demandait de l'aider au jardin, de balayer les escaliers, de recoudre les torchons, mais elle ne me regardait plus dans les yeux. Jamais. Mon père, lui, avait fait de moi une étrangère. Je n'étais plus la fille cadette, j'étais une faute vivante. Et pourtant, quelque chose en moi refusait de mourir. Chaque nuit, je rêvais de lui. Je ne connaissais pas son visage, mais je le sentais. Je le voyais courir dans les champs. Je l'entendais rire. Il venait me prendre la main, m'appeler « maman », et puis disparaissait dans une lumière blanche. Je me réveillais en larmes, et le jour recommençait, froid, dur, implacable. Je suis restée enfermée dans cette maison pendant 1 an. 1 an sans sortir. 1 an à essayer de reconstruire une image de moi-même dans un miroir qui refusait de me refléter. Mon corps portait encore les traces de l'accouchement. Ma poitrine me faisait mal. Mon ventre me lançait. Mais le pire, c'était ce vide dans mes bras. Le vide de ne jamais avoir tenu mon propre enfant. Une fois, j'ai tenté de demander à ma mère ce qu'ils avaient fait. Elle m'a répondu « Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de scandale. » Pour elle, il ne s'agissait que d'apparence. Pour moi, c'était toute ma vie. Le curé est revenu, il a béni la maison. Il m'a regardé longuement, puis a posé sa main sur ma tête. Il a dit « Il faut que tu te repentes. Le Seigneur pardonne, mais il faut que tu oublies. » Je ne voulais pas oublier. Je ne pouvais pas, parce que mon fils avait existé, même si je ne connaissais pas la couleur de ses yeux, même si je ne l'avais jamais bercé. J'ai commencé à écrire dans un cahier que je gardais sous mon matelas. Chaque soir, je lui écrivais une lettre. Je l'appelais mon petit ange. Je lui racontais ma journée. Je lui parlais de la pluie, du vent, des fleurs qui poussaient derrière la grange. C'était ma façon de le garder vivant, de refuser l'oubli. Un jour, ma mère a trouvé ce cahier. Elle l'a lu en silence, puis l'a jeté dans le feu. Je l'ai regardé se consumer sans dire un mot. Une partie de moi brûlait avec lui, mais je n'ai pas cessé d'écrire. J'ai recommencé encore et encore, parce qu'on ne peut pas tuer l'amour d'une mère, pas même en brûlant ses mots. Si ce bloc t'a touché, si tu crois qu'aucune femme ne devrait être réduite au silence pour avoir aimé, écris en commentaire. Je me souviens avec toi, Jacqueline. Abonne-toi à cette chaîne, partage ce récit et redonne une voix à toutes celles qu'on a effacées. Cela peut paraître étrange, mais après avoir perdu mon fils, je suis devenue invisible. Pas aux yeux du monde, non. J'étais là, je faisais mes corvées, je répondais « Oui, madame ». Je faisais la vaisselle, je ramassais les œufs du poulailler, j'allais à la messe. Mais en réalité, je n'existais plus, vraiment. Personne ne voyait mon deuil, personne ne remarquait que quelque chose en moi avait été irrémédiablement brisé. C'est peut-être cela, la plus grande solitude d'une femme détruite, devoir faire semblant d'être vivante. Quand je croisais les voisines, elles me souriaient poliment, mais je sentais leur regard fuyant, les murmures derrière les rideaux. Certaines savaient, d'autres devinaient, mais personne n'osait dire. Dans un petit village comme le nôtre, les secrets se dissimulent sous des couches épaisses de silence. Et celui-là, on l'avait enseveli sous des prières et des regards baissés. Ma mère, elle, reprit sa routine comme si de rien n'était. Elle tricotait, repassait, parlait du prochain marché ou de la robe de la cousine. Moi, je marchais comme une ombre derrière elle, obéissant à chaque ordre, souriant aux invités, m'effaçant lentement. Mon père ne prononça plus jamais mon prénom. C'était comme si je m'étais transformée en meuble, présente, utile, mais sans âme. Et pourtant, chaque nuit, lorsque je fermais les yeux, je retournais à cette grange, à ce moment où tout s'était brisé. Je revoyais ses mains, son regard froid. Je ressentais de nouveau la douleur de l'accouchement, la chaleur du sang, puis le vide. Il y avait en moi une colère que je n'avais jamais connue, une rage sourde, emmurée dans ma poitrine, mais je ne pouvais pas l'exprimer, parce que dans cette maison, les sentiments n'avaient pas leur place, parce qu'on m'avait appris que la femme vertueuse et silencieuse, obéissante, soumise à Dieu et à son Père. Alors je priais, longtemps, les genoux sur le carrelage froid, les mains jointes, je suppliais le ciel de me donner une réponse. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi mon enfant? Pourquoi cette douleur? Mais le ciel restait muet. À 16 ans, je ressemblais déjà à une veuve, et pourtant, je n'avais jamais été épouse. Mon deuil était clandestin. Il n'y avait ni cercueil, ni tombe, ni condoléances. Juste ce trou noir en moi qui me rongeait à chaque respiration. Un jour, au printemps, je suis allée seule jusqu'au champ au bout du chemin, celui avec les vieux chênes. J'y ai planté une croix de bois, faite de 2 branches, attachées avec de la ficelle. J'ai prié là, pour lui, j'ai pleuré. Ce fut la seule sépulture qu'il ait jamais eue.
un morceau de terre anonyme et une prière murmurée entre les herbes. Je revenais souvent là, en cachette, j'y parlais à mon fils. Je lui racontais ma journée, je lui chantais doucement des berceuses, comme si je pouvais encore le bercer. C'était mon sanctuaire, mon espace de vérité. Mais un matin, la croix avait disparu, arrachée, jetée, peut-être par mon père, peut-être par le vent, je ne saurais jamais. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il n'allait jamais me laisser faire mon deuil. Pas même cela, il voulait effacer toute trace, jusqu'à l'âme. C'est alors que quelque chose en moi a changé. Je ne voulais plus vivre ainsi, dans cette cage d'hypocrisie, de silence et de mensonges. Mais je n'avais nulle part où aller. Je n'avais que 16 ans, pas d'argent, pas d'amis à qui me confier. Personne ne m'avait préparé à fuir. Et même si je l'avais fait, où aurais-je pu aller? À qui aurais-je dit? On m'a volé mon fils, on a étouffé ma voix, et maintenant on veut m'effacer moi aussi. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse, des tremblements, des vertiges, des cauchemars. La nuit, je me réveillais en hurlant. Ma mère entrait, m'ordonnait de me taire. « Tu veux que les voisins entendent? Tu veux qu'on parle encore de toi ?» Alors je mettais ma main sur ma bouche pour étouffer mes propres cris. Je n'avais pas de place dans cette maison, pas d'espace pour ma peine, pas d'épaule, juste l'écho de ma propre voix, perdue dans le silence. Un jour, j'ai volé un petit carnet chez mon père et chaque nuit, j'y écrivais ce que je ne pouvais pas dire. J'y mettais mes souvenirs, mes pensées, mes regrets, mes prières. Ce carnet devint mon confident, mon refuge, mon cri muet. Mais même cela, ils me l'ont pris. Ma mère l'a découvert sous mon oreiller. Elle l'a lu, puis elle me l'a tendu en me disant « Si tu écris encore une seule ligne là-dessus, je t'enferme à l'hospice. » L'hospice. Le mot me glaça. C'était la menace suprême, l'endroit où on envoyait les femmes folles, les indésirables, les hontes de la famille. Et je savais qu'elle en était capable. Je l'avais vue effacer des gens de sa vie avec une aisance terrifiante. Alors j'ai arrêté d'écrire, mais en moi, les mots continuaient de hurler. Si ce récit t'a bouleversé, si tu penses que toute mère a le droit de pleurer son enfant, écris en commentaire « Ton deuil compte, Jacqueline ». Abonne-toi, partage cette histoire avec quelqu'un qui souffre en silence. Après le carnet, plus rien, plus de mots, plus de prières, plus de rêves. Mon monde intérieur, déjà à moitié enseveli, fut complètement étouffé. J'étais encore vivante, mais je ne respirais plus. Je me réveillais chaque matin avec le goût du métal dans la bouche, un goût de rouille, comme si même mes pensées s'étaient oxydées dans leur propre silence. J'avais 17 ans, mais je marchais comme une vieille femme, le dos courbé, les yeux baissés, les pas courts. Chaque mouvement de mon corps me rappelait qu'il avait été profané. Ce corps qui avait porté la vie, qui avait pleuré un fils, qui avait été forcé, manipulé, ignoré. Ce corps, devenu une prison, il me semblait que tout en moi était souillé. Je me regardais dans la glace et je ne voyais plus qu'un amas de honte. Mes mains tremblaient sans raison, mes cheveux tombaient par poignées et j'avais toujours froid, même en été, même sous le soleil. Le pire, c'était de devoir continuer à obéir. Je mettais la table, je tricotais, je nettoyais les escaliers de bois qui grinçaient à chaque pas et je supportais les sermons de mon père, ses injonctions, ses silences pleins de mépris. Parfois, il me frôlait dans le couloir. Rien d'anormal, juste une épaule qui effleure une autre. Mais mon cœur bondissait de terreur. Mon souffle se coupait net parce que je ne savais jamais s'il allait recommencer. Il ne recommença pas comme avant, mais il me détruisait d'autres manières, par le contrôle, par les regards, par le dégoût affiché. Ma mère, quant à elle, avait effacé l'incident complètement. Elle ne me parlait plus du bébé, ni de ce qui s'était passé. C'était comme si, pour elle, je n'avais jamais été enceinte. Elle disait à ses amis que j'étais malade du nerf, que j'avais des faiblesses, mais que ça passerait. Et à force de l'entendre, j'ai fini par croire que j'étais folle. Un jour, alors que je faisais les courses au marché, j'ai croisé une vieille amie de l'école, Pauline. Elle m'a regardée dans les yeux avec une gentillesse que je n'avais pas sentie depuis des mois. Elle m'a dit « Tu vas bien, Jacqueline? Tu as disparu. » J'ai senti mes jambes faiblir. J'ai bredouillé un « oui » qui sonnait faux et je suis partie en courant. Parce que je savais que si je restais une seconde de plus, j'allais pleurer. Et les pleurs, dans ma famille, étaient considérés comme une faute grave. Après ça, je ne suis plus jamais retournée au marché. Je me suis enfermée dans la maison. Mon univers se réduisait à 3 pièces, la cuisine, ma chambre et le grenier. Le grenier, c'était là que je montais quand j'avais besoin d'air. Personne n'y allait. C'était plein de poussière, de vieux meubles, de toiles d'araignée, mais c'était le seul endroit où je pouvais pleurer sans qu'on m'entende, où je pouvais m'allonger par terre, entre les poutres, et espérer que le toit s'effondre sur moi.
C'est dans ce grenier que j'ai commencé à parler à Dieu. Pas le Dieu de mon père, pas le Dieu des prêtres, un autre, un Dieu silencieux, mais présent. Je lui parlais à mi-voix. Je lui demandais s'il avait vu, s'il m'avait vu et s'il m'aimait encore. Je ne savais pas si mes paroles lui parvenaient, mais les dire, simplement les dire, me gardait debout. Un après-midi, en descendant du grenier, j'ai entendu ma mère parler avec une cousine. Elle disait que j'étais une honte, que personne ne voudrait jamais de moi, qu'il faudrait vite me marier, peu importe avec qui, pour effacer la tâche. Je me suis assise sur les marches et j'ai compris. Je n'étais plus une fille, je n'étais pas une mère, je n'étais pas une sœur, j'étais une tache, une souillure qu'on voulait camoufler derrière une robe blanche et une bague. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. À mes 18 ans, mon père m'a annoncé que j'allais épouser le fils du boucher, Émile. Je le connaissais à peine. Il avait 6 ans de plus que moi, une moustache épaisse et une voix grave. Je n'éprouvais rien pour lui, rien, ni amour, ni haine, juste de l'indifférence. Quand je lui ai dit que je ne voulais pas, mon père m'a giflé. « Tu crois que tu as le choix ?» a-t-il hurlé. Je n'avais pas le choix. Pas de maison, pas de travail, pas de refuge, rien. Le mariage fut célébré 1 mois plus tard, dans une petite église de campagne. Les cloches sonnèrent, la messe fut dite, et moi, je regardais le sol, les mains glacées. Je suis devenue l'épouse d'un homme que je n'aimais pas, et mon corps, déjà meurtri, devint le terrain de devoirs conjugaux froids et sans tendresse. Il n'était pas cruel, juste absent. Il me voulait propre, soumise, disponible. Je faisais semblant, je me taisais. Mon ventre, cette fois, resta vide. Des années durant, je ne tombais pas enceinte. Le médecin parlait de traumatismes anciens. Je savais ce que cela signifiait. Mon corps avait fermé les portes. Il refusait d'accueillir la vie. Je dormais à côté d'un homme. Mais je vivais seule. Et chaque nuit, dans mes rêves, mon fils venait me voir. Il était petit, souriant. Il m'appelait maman. Je me réveillais en larmes, les bras tendus dans le vide. Personne ne m'avait préparé à cette vie. Si tu as ressenti l'étouffement de Jacqueline, si tu crois qu'aucune femme ne devrait vivre dans une cage, écris en commentaire. Tu mérites d'être libre, Jacqueline. Les années passaient et moi, je m'éteignais lentement. J'avais 23 ans, puis 26, puis 30. Le visage d'Émile vieillissait à côté du mien, mais ses gestes restaient mécaniques, ses paroles brèves. Nous n'étions pas un couple, nous étions 2 ombres qui partageaient une maison. Il n'a jamais levé la main sur moi, mais c'est à peine s'il me regardait. Et parfois, je me disais que c'était pire, car le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Je me sentais comme un meuble dans notre maison, présente, utile, silencieuse. Et puis un jour, sans prévenir, mon corps a recommencé à saigner. J'étais dans la cuisine, en train d'éplucher des pommes de terre, quand j'ai senti la douleur. Ce n'était pas une douleur vive, plutôt une plainte sourde, profonde, qui venait du fond de mon ventre. J'ai couru aux toilettes et j'ai vu le sang. Ce sang, je ne l'avais pas vu depuis tant d'années. Il m'a ramené brutalement à l'époque de ma jeunesse, à l'enfant, à la perte, à l'homme. Tout est remonté d'un coup. Mon cœur s'est mis à battre si vite que j'ai cru m'évanouir. Je suis restée enfermée toute la journée dans la salle de bain, les genoux repliés contre moi, à trembler. Émile ne s'est même pas rendu compte de mon absence. Il a mangé seul. Il s'est couché sans me chercher. Et moi, j'ai compris qu'il n'y aurait pas de sauveur. La seule personne qui pouvait encore me sauver, c'était moi-même. À partir de ce jour, j'ai commencé à écrire à nouveau. Pas dans un carnet, non, sur des feuilles volantes que je cachais sous le matelas. J'écrivais à l'enfant, je lui parlais, je lui racontais ma vie, je lui disais tout ce que j'aurais aimé qu'il sache. Je lui donnais un nom, Gabriel. Mon fils s'appelait Gabriel. Ce prénom, je ne l'avais jamais osé prononcer à voix haute. C'était comme un secret sacré, mais l'écrire, le voir sur le papier, c'était déjà un premier pas, une forme de reconnaissance, de réparation. Et c'est là que le changement a commencé. J'ai commencé à sortir plus souvent, à marcher seule, à aller à la bibliothèque, à lire des livres sur la résilience, sur les femmes battues, sur la reconstruction. Je lisais en cachette comme une adolescente, mais ces livres étaient mes bouées. Un jour, à la bibliothèque, j'ai rencontré une femme. Elle s'appelait Colette. Elle était bénévole. Elle m'a souri. Elle m'a demandé si j'aimais les romans et je lui ai répondu oui, même si c'était faux. Ce que j'aimais, c'était les histoires vraies, les cicatrices écrites noir sur blanc. Colette m'a invitée à un cercle de lecture. J'ai hésité. Pendant 3 semaines, j'ai gardé le petit papier avec l'adresse dans ma poche, sans jamais y aller. Et puis un soir, alors qu'Émile ronflait dans le salon, j'ai mis mon manteau et j'y suis allée. Elles étaient 6, des femmes de tous âges. Certaines riaient fort, d'autres avaient les yeux tristes. Moi, je n'ai rien dit. J'ai juste écouté et pour la première fois, j'ai compris que je n'étais pas seule.
À la 3e rencontre, j'ai parlé. J'ai dit une phrase, une seule. Mon père m'a volé mon fils. Le silence qui a suivi était plus doux que tous les mots. Elles n'ont pas posé de questions, mais leurs regards m'ont enveloppé et j'ai su que je pouvais continuer. J'ai commencé à revenir chaque semaine, à parler un peu plus, à écrire à Gabriel avec plus d'assurance et à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas ma faute, que je n'étais pas sale, que je n'étais pas brisée. Je me suis même surprise à sourire, à rire parfois, une chose infime mais immense. Un soir, en rentrant du cercle, j'ai trouvé Émile dans la cuisine. Il m'a regardée et m'a dit « Tu es différente ». J'ai haussé les épaules et j'ai répondu « Oui, je crois que je le suis ». Il n'a rien dit, il a pris sa veste et il est sorti. Il ne m'a pas demandé où j'allais, ni avec qui. Peut-être qu'il avait compris que quelque chose avait changé, que je n'étais plus la femme silencieuse qu'il avait épousée. Je n'étais pas encore libre, mais j'avais ouvert la première fenêtre. Si tu crois, comme moi, qu'il n'est jamais trop tard pour se relever, écris en commentaire « Je crois en la reconstruction ». Abonne-toi pour connaître la suite de mon histoire et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un premier pas pour respirer. Je n'ai jamais pu oublier la manière dont il me regardait, mon père. C'était un regard qui ne demandait pas pardon. C'était un regard de contrôle, de supériorité, de déni. Même vieux, même affaibli par les années, il gardait cette même dureté dans la mâchoire, cette voix sèche, cette posture d'homme que personne n'ose contredire. J'avais 63 ans quand il est tombé malade. Un cancer des os, lent, douloureux, dégradant. Il vivait encore dans la vieille maison familiale. Ma mère était morte depuis longtemps d'une embolie cérébrale, assise dans son fauteuil de cuisine. Et lui, il vivait seul, avec ses souvenirs et ses silences. Un jour, Colette m'a regardé en plein cercle de parole et m'a dit « Tu dois y aller, pas pour lui, pour toi ». Et ces mots ont tourné en boucle dans ma tête pendant des semaines. Alors j'ai pris le train pour Albi, puis un bus, puis j'ai marché le dernier kilomètre à pied. Il faisait froid, le ciel était gris, le portail était rouillé, comme si personne ne l'avait ouvert depuis des années. Mais la maison était là, pareil, immobile, comme figée dans une époque que j'aurais préféré effacer. Il m'a fallu 3 tentatives avant d'oser frapper à la porte. Quand il a ouvert, il m'a fallu quelques secondes pour le reconnaître. Il avait maigri, le visage creusé, le dos voûté, mais ses yeux, eux, n'avaient pas changé. Il a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai répondu « Rien, juste te voir ». Il a haussé les épaules et s'est écarté. Je suis entrée. L'air sentait la poussière, le bois moisi, le linge jamais lavé. Il n'y avait plus de rideaux aux fenêtres. Il vivait comme une ombre. Et moi, je me sentais soudain plus vivante que jamais. Il s'est assis dans son fauteuil. Je suis restée debout. Je lui ai dit « Je sais ce que tu m'as fait ». Il a fermé les yeux, longtemps. Puis, il a murmuré « C'était il y a longtemps ». Pas pour moi. Il a tourné la tête vers la fenêtre. Et j'ai senti que, pour la première fois, il n'allait pas me contredire. Je me suis assise. J'ai sorti de mon sac une photo. Ce n'était pas Gabriel, bien sûr. Je n'ai jamais eu de photo de lui, mais j'avais imprimé le visage d'un enfant trouvé dans une revue humanitaire. Un petit garçon aux cheveux noirs, au regard doux. Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait à l'enfant que j'imaginais. Je l'ai posé sur la table. C'est lui. Mon père l'a regardé sans rien dire. Puis il a dit « Tu aurais dû l'oublier ». Et moi j'ai dit « Tu n'as jamais pu me voler ça ». Il n'a pas répondu. Il a toussé. Une toux sèche, douloureuse, qui venait de loin. Il a posé sa main sur sa poitrine, comme pour se retenir d'éclater en morceaux. Et j'ai compris qu'il n'était plus cet homme puissant qui faisait trembler la maison. Il était un vieil homme usé, rongé par son propre silence. Je suis restée 2 heures. Nous n'avons presque pas parlé, mais je l'ai regardé et j'ai laissé mon regard lui dire tout ce que mes mots ne pouvaient pas contenir. Mon chagrin, mon amour pour l'enfant, ma colère, mon pardon peut-être. Avant de partir, je me suis levée. Je lui ai dit « Je ne reviendrai pas ». Il a hoché la tête. Je sais, je suis sortie sans me retourner. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pleuré. J'ai marché droite, le cœur battant. Quelque chose en moi venait de se refermer. Pas une blessure, un chapitre. 3 semaines plus tard, Colette m'a appelée. « Jacqueline, ton père est mort. » Je n'ai pas réagi. J'ai seulement dit « Merci de me prévenir ». Et j'ai raccroché. Je n'ai pas été à l'enterrement. Mais ce soir-là, j'ai allumé une bougie. Pas pour lui, pour moi, pour la femme que je devenais enfin. Et j'ai écrit à Gabriel. Mon père est parti. Et moi, je reste. Je suis encore debout. Si tu as lu jusqu'ici, écris en commentaire « Je reste debout avec toi, Jacqueline ». Partage cette histoire pour qu'aucune autre femme ne soit forcée au silence. Abonne-toi pour suivre la suite de mon témoignage. Pendant des décennies, j'ai marché dans la vie comme on marche sur des œufs, avec prudence, avec peur, avec la sensation constante d'être de trop, d'être une erreur. Chaque regard un peu dur, chaque mot plus sec que l'autre me renvoyait à cette idée « Tu n'aurais jamais dû naître ».
C'est étrange, comme une seule phrase entendue dans l'enfance peut devenir le socle silencieux de toute une existence. Mais ce soir-là, ce soir précis où j'ai refusé d'aller à l'enterrement de mon père, quelque chose s'est effondré en moi. Pas de la douleur, pas de la tristesse. Non, c'était un mur épais, vieux de 70 ans, fait de honte et de silence. Et derrière ce mur, il y avait moi, la vraie moi, celle que j'avais enterrée vivante pour pouvoir survivre dans une maison où la peur habitait chaque recoin. Je me suis levée le lendemain matin avec une énergie étrange, comme si mon corps savait qu'il était enfin libre. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai lavé mes draps, j'ai mis une robe bleue que je n'avais pas portée depuis des années et je suis sortie. Dans la rue, le monde était pareil. Les passants pressés, les klaxons, les pigeons sur les toits. Mais moi, j'étais différente. Je me tenais droite, je marchais sans me cacher, j'existais. Au cercle de lecture, ce soir-là, j'ai lu à voix haute pour la première fois une lettre que j'avais écrite à Gabriel. Je tremblais, mais je l'ai fait. Mon fils, je ne sais pas où tu es, ni si tu es encore dans ce monde, mais je veux que tu saches que je t'ai aimé dès la première seconde, même si je t'ai perdu, même si je n'ai pas pu te tenir. Tu vis en moi, tu vis dans chaque battement de mon cœur, et je ne m'excuserai plus jamais d'avoir été ta mère. Quand j'ai levé les yeux, certaines femmes pleuraient, d'autres me regardaient avec cette tendresse que seules celles qui ont survécu peuvent offrir. Et j'ai compris que je venais de faire la paix avec moi-même. J'ai commencé à raconter mon histoire, d'abord dans de petits groupes, puis dans une association de soutien aux femmes victimes de violences intrafamiliales. Une jeune travailleuse sociale m'a prise sous son aile. Elle s'appelait Mélanie. Elle m'a dit « Votre voix peut guérir d'autres femmes ». Et moi, je lui ai cru. À 75 ans, j'ai monté un groupe de parole dans mon quartier. Nous étions 5, puis 10, puis 15. Des femmes âgées, des jeunes mères, des filles en rupture. Nous partagions nos blessures comme on partage du pain. Et de ce partage naissait une force que je n'aurais jamais soupçonnée. J'ai appris à dire non, à poser mes limites, à dire « je mérite ». Des phrases simples, mais pour moi, révolutionnaires. Et puis, un jour, un courrier est arrivé. Une enveloppe blanche, sans nom. À l'intérieur, un acte de naissance. Celui de Gabriel, retrouvé par un archiviste bénévole que j'avais rencontré dans une conférence. J'ai lu nom de la mère, Jacqueline Fournier, nom du père, inconnu. Date de naissance, 12 avril 1962. Décédé le 14 avril 1962. 2 jours. Il avait vécu 2 jours. 2 jours que j'avais effacés. 2 jours de lumière avant l'obscurité. Je me suis effondrée sur le sol. Mais dans mes larmes, il n'y avait plus de haine. Il y avait un soulagement, une reconnaissance. Mon fils avait existé. Ce n'était plus un secret. C'était une vie, brève mais réelle, gravée dans les archives, gravée en moi. Et pour la première fois depuis mes 13 ans, j'ai dormi sans cauchemar. Je n'ai plus jamais refermé cette porte. Je vis chaque jour avec mes cicatrices. Oui, mais je ne les cache plus. Je les porte comme des médailles, parce que j'ai survécu. Et mieux que ça, j'ai vécu. Si tu crois que toute vie, même brisée, peut retrouver la lumière, écris en commentaire « Je refuse de m'excuser d'exister ». Abonne-toi et partage cette vidéo pour faire entendre la voix de celle qu'on a voulu faire taire. Il m'a fallu plus de 70 ans pour comprendre que je n'étais pas responsable de ce qu'on m'avait fait, que je n'étais ni coupable, ni brisée, ni inutile, seulement humaine. Une enfant qui avait voulu être aimée, une femme qui avait appris à survivre, une mère qui n'avait jamais cessé de se souvenir. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement à Castres, au sud de la France, une ville tranquille, avec des rivières calmes et des places ensoleillées. Je m'y suis installée après avoir quitté Albi pour de bon. J'avais besoin d'air neuf, de recommencer. Chaque matin, j'ouvre mes volets et je respire. Ce geste simple, autrefois mécanique, est devenu un rituel sacré. Je suis vivante, je suis debout, je suis libre. Je passe mes après-midi à écrire mes souvenirs, mes silences, mes cris étouffés. J'écris pour moi, mais aussi pour toutes celles qui n'ont jamais pu parler. Je reçois parfois des lettres, des femmes que je ne connais pas, mais qui me reconnaissent dans mes mots, dans mes blessures, dans mon chemin. J'ai gardé la photo de ce petit garçon que j'avais posé devant mon père. Elle est dans un cadre, sur mon buffet. Gabriel, mon fils, mon étoile. Je lui parle souvent, pas avec tristesse, avec tendresse. Je lui raconte ma journée. Je lui dis ce que j'aurais aimé faire avec lui et je le remercie. Parce que c'est en pensant à lui que j'ai trouvé le courage de me relever. Un jour, en marchant dans un marché du dimanche, une femme âgée m'a arrêtée. Elle m'a dit « C'est vous, Jacqueline, celle qui parle aux femmes ?» J'ai souri. « Oui, c'est moi. » Et elle a dit « Merci. Grâce à vous, je ne me cache plus. » Ce jour-là, j'ai su que mon histoire avait un sens, qu'elle ne s'était pas écrite pour rien.
qu'elle pouvait être une lumière pour d'autres. Je ne suis plus une victime. Je suis une survivante, une femme, une voix. Je n'ai plus peur de mon ombre, ni du passé, ni du jugement. Je me tiens droite, même quand mes genoux tremblent, parce que chaque pas que je fais est un pas volé à la peur, un pas gagné à la vie. Et si aujourd'hui je te parle, toi qui m'écoutes, ce n'est pas pour raviver ta douleur, c'est pour te tendre la main, pour te dire que tu n'es pas seul, que ton histoire compte, que ta voix mérite d'être entendue, peu importe ton âge, peu importe les années volées. Il n'est jamais trop tard pour se libérer. Et si moi, Jacqueline Fournier, 84 ans, j'ai pu le faire, toi aussi tu le peux. Si tu es resté jusqu'au bout, écris en commentaire « Je mérite une vie libre et sans peur ». Partage cette vidéo si elle t'a touché et abonne-toi pour soutenir des récits de vérité, de guérison et d'espérance. Cette vidéo est une création originale, inspirée de faits réels, et toute sa narration est une œuvre d'auteur protégée, réalisée avec soin et respect.